Elle a un copain qui dans les mauvais jours lui tend la main. Un copain qui ne l'a jamais laissé tomber, un copain qui l'a toujours rattrapé au bord des gouffres le long desquels elle s'est souvent risquée. Ce copain, en lui tendant la main, a transformé sa vie et a fait de son existence mouvementée un chemin, un destin. Grâce à lui, à son tour, elle tend la main à ceux qui n'ont plus rien. Ce copain, invisible mais toujours présent à ses côtés, les gens comme il faut ont pour habitude de l'appeler Dieu. Pour elle, c'est tout simplement le copain du dessus. Ligne de vie. Il y a une évolution vers davantage de compréhension. Je crois que, bon, retourner dans un endroit comme ça, je ne retournerai certainement pas. Mais si je retournais en prison, je pense que peut-être ça serait pour défendre quelque chose de fort, quoi. Ce serait peut-être parce que je voudrais défendre des idées, mais je suis persuadée que je ne retournerai plus en prison pour avoir fait un coup ou pour faire comme ça. Ça, certainement pas. Je crois, je dis je crois. Quelqu'un qui marche tout seul dans la nuit, ou quelqu'un qui est tout seul assis dans une entrée un peu qui a froid. Pour moi, l'image de la rue, c'est ça, quoi. T'es assis dans le froid, ou bien tu marches pour te réchauffer, t'as mal aux pieds. Bon. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais chacun il la vit à sa manière, quoi. Tu te dis qu'est-ce que je veux faire jusqu'à demain matin, parce que t'as pas beaucoup de sous, tu peux pas rester longtemps, ou bien bon, si t'as rien à faire le lendemain, où je vais aller pour être au chaud, sans payer, rien, tu vois, tu te fais des films, bon alors. Je dis la bibliothèque, mais en même temps, moi la bibliothèque, j'aime pas lire, alors bon, ça me gonfle. Pour une fille, t'as peur de te faire violer. Pour une fille aussi, c'est de se retrouver sur le trottoir. Moi, j'étais pas concernée par tout ça, parce que bon, on me prenait souvent pour un mec et puis ça m'arrangeait, quoi. Je faisais tout pour ça aussi. Mais bon, c'est vrai que... Bah ouais, ça m'a protégée. Mais bon... pour moi, c'était pas... D'être dans la rue, c'était... Je trouvais que c'était normal, quoi. Je croyais que c'était normal au début. Moi, quand je partais d'ici, je croyais que c'était fini, que j'ai plus aucune chance de... Tu vois. Donc j'essayais même pas de trouver un foyer, tu vois, je reste dehors. Et souvent, Daniel qui m'a rattrapé le coup quand même. Hein. Parce que bon, quelquefois, je venais, ou alors elle me faisait chercher, tu vois, elle me trouvait une excuse bidon pour me faire repasser par la maison. Si tu veux lui faire des bobards, direct, elle te grille, quoi. Elle te dit, ouais, attends, on n'apprend pas le vieux singe à faire la grimace, comme elle dit, tu vois. Elle aussi, les conneries qu'on fait, elle les a fait avant nous, quoi. Daniel Huège est né en 1943 dans une ville du sud de la France. Enfance banale, avec des parents comme les autres, petit commerçant qui travaille d'arrache-pied à l'image de la plupart des Français à l'époque pour s'acheter une voiture neuve. Pourtant, Daniel s'imagine mal aimée. En vain, elle provoque son entourage pour qu'on s'intéresse à elle et finit par s'enfermer dans le rôle de l'enfant difficile et secret. À 20 ans, elle part et rencontre Michel, une femme plus âgée qu'elle, qui travaille à Cannes comme barmaid. En fait, Michel est une prostituée de luxe, mais Daniel l'ignore encore. Pour l'instant, elle est choyée et entourée et se grise dans les boîtes de nuit et sur les plages de la Côte d'Azur. Elle fréquente des stars de cinéma, c'est la grande vie. Mais dans les bars, elle croise aussi des voyous et parmi eux, les derniers grands parrains du milieu dans les frères Guérini. Ils la fascinent avec leur argent facile, leurs rites et leurs lois. Devenue mascotte de la bande, elle se sent bien en leur compagnie et croit avoir retrouvé une vraie famille. Très vite, Michel la mêle à leurs affaires et en 1967, c'est la première arrestation. Boum boum boum, je vois arriver une horde de flics. Je me demandais ce que c'est, 6h du matin, quand tu vois débarquer des inspecteurs de police qui comprennent rien du tout à ce que... Moi-même, je comprenais rien du tout à ce qui m'arrivait. Là, je découvre que les gens qui étaient à côté de moi, d'après le peu que je lis des trucs, c'est des gros, quoi. Bien sûr, au début, on est séparés avec Michel, mais à un moment donné, je comprends pas, on se retrouve l'une à côté de l'autre. Et là, en fait, Michel me parle, quoi.
Et il me dit, quoi qu'il puisse arriver, tu assumes. Et je me dis, mon Dieu, ils vont me passer à tabac si je fais une connerie. Alors d'un côté, il y a cette peur panique, et toujours de ce côté, cette fierté, mais merde, quoi. Comme dans le film, j'y suis, j'y reste. Alors là, je commence à partir avec les menottes. Et c'est vrai que là, il y a le regard sur soi, et c'est pas la honte, quoi. En fait, moi, j'ai jamais eu honte de porter des menottes, je baisse pas la tête, quoi. Et je suis là, je me dis, mais putain, c'est les deux gendarmes qui portent, d'une part, parce qu'en plus, on commence, voilà, commence la cistana complète de la prison, c'est-à-dire qu'on te laisse rien porter, quoi, au cas où tu porterais. Alors, j'étais accrochée avec ce pauvre gendarme à côté de moi qui me faisait pitié, parce que d'une part il m'avait à moi, mais d'autre part il avait son bagage à lui, il avait la bouffe dans l'autre côté et tout. Et après il y a l'arrivée au palais de justice de Grasse où je suis devant un juge d'instruction qui est en fait assez borné. Première condamnation pour 6 mois ferme, quoi. Alors là, c'est vrai que ça m'a un peu tapé sur la tête, ces 6 mois ferme. Mais en fait, je les ai fait, comme on dirait aujourd'hui, sur un pied. J'arrive dans une prison vide. Et une très très vieille prison, j'angoisse, quoi. Parce que la surveillante, il n'y a pas de surveillante. En fait, c'est la femme du surveillant chef. Et elle vient le matin pour ouvrir les cellules, elle vient à midi pour te donner la bouffe, elle vient le soir pour te fermer la porte. Elle m'explique qu'en fait, cette prison de femmes va être désaffectée, qu'elle ne sert en tout et pour tout qu'à recevoir les filles et les prostituées de Cannes qui avaient des amendes, et comme elles ne payaient pas leurs amendes, c'était remplacé par des jours de prison, la contrainte par corps. La détention, la première, ne m'a pas marquée, moi. À part le manque de liberté provoqué par des murs, mais j'ai la détention la plus rêvée. Peut-être qu'aussi, encore une fois de plus, si j'avais eu une détention très très dure comme j'ai pu en avoir, peut-être que ça m'aurait fait réfléchir. Mais là, en fait, c'était vraiment la colonie de vacances. Toutes les semaines, je voyais arriver toute une bande de filles qui pétaient le feu et qui venaient se reposer à Cannes, qui amenaient des cigarettes, qui amenaient des biscuits, qui amenaient tout un tas de trucs. C'était la grande Java. Dès que je sais que je sors, dès que je connais la date, immédiatement j'écris à Michel. Et alors, souvenir extraordinaire de ma première sortie de prison, je vois Michel qui m'attend, donc je veux dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Je bois mon café trop vite et puis je repars. Et puis il n'y a plus la promesse faite aux parents, il n'y a plus rien. Là, je démarre en pleine connaissance de cause, quoi. Je sais ce que je fais et puis c'est moi qui décide. Je peux pas dire que c'est d'autres qui ont décidé pour moi, quoi. Je décide pleinement de continuer à mener cette vie. J'ai fait partie d'une bande de grands malfaiteurs, mais en ce qui me concerne, j'ai jamais fait des braquages. Je détournais du fric, quoi. Je faisais des faux chèques, je falsifiais, c'était faux, usage de faux, puis c'était surtout tout le temps association de malfaiteurs. Alors association de malfaiteurs, ce qui était mauvais pour moi, c'est que c'était toujours des grands, donc automatiquement fiché au grand banditisme, quoi. Je vis toute ma vie pleine de jeunesse au milieu de mecs qui étaient des mauvais, quoi. Mais moi, ce qu'ils faisaient pour moi, c'était choisir la route. Si j'avais à la place je te dis, si à la place de rencontrer une prostituée, j'aurais rencontré une bonne sœur, et qu'à la place que cette bonne sœur, elle aurait eu un super évêque au-dessus de la tête, je serais certainement aujourd'hui dans un couvent. Pourquoi pas? Donc je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, prendre ses responsabilités. C'est pour ça que il n'y a rien de plus qui m'énerve aujourd'hui, quand j'entends un gamin ou une gamine qui se fait arrêter ou qui fait des conneries, qui est conscient des conneries qu'il fait et qui te dit toujours c'est la faute au flic ou c'est la faute au maton, tout ça. Non, je peux pas l'accepter parce que c'est pas vrai, c'est de notre faute. Et de mon père, j'ai connu l'alcool, j'ai connu la violence. Après, j'étais dans des foyers de redressement, des foyers pour apprendre à lire, à écrire. Bon, bah, après, je me suis retrouvé dans la rue. Je m'entendais pas avec mon père, s'il buvait pas mal. Je m'entendais pas, c'est moi qui ai voulu la rue, en fait. Mon père m'a dit que la porte était grande ouverte. Le malaise, il a commencé avant que nous, on naisse. Maintenant, bon, nous, on est là, je veux dire, des jeunes de 18-25 ans, nous, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Y a rien. Nos parents, la plupart de nos parents, ils travaillent comme des chiens. Appelons les choses comme elles le sont, comme des chiens. Nous, on est là, quoi. Je veux dire, nos parents, ils ont donné, ils n'avaient pas le choix. Quand j'étais en prison, je me suis senti, j'étais dans mon coin, j'étais mineur en plus. Et quand j'ai annoncé à mon père que j'étais en prison, ben, quand j'ai vu mon père au parloir, j'étais vraiment... Je savais pas quoi y dire, en fait.
Pour mon père, c'était pas l'image qu'il attendait de son fils en fait. Quand je suis ressorti, j'ai fait ouais, je disais toujours oui, même à mon père, puis bon, ça m'a donné rien. Après je suis retourné. Je suis tombé 7 fois en prison. Les années 70 verront Danielle Huège retourner en prison régulièrement pour des délits qu'elle ne souhaite toujours pas évoquer aujourd'hui. L'errance, sur les pas de Michel et de ses multiples business, la conduisent de Bordeaux à la Côte d'Azur, du Paris de mai 68 à celui des années Peace and Love de Saint-Germain. Elle tente de s'en sortir, mais son passé la rattrape toujours. Et une nouvelle condamnation l'envoie pour 4 ans dans une prison qu'elle commence à ne plus reconnaître, bien qu'elle y soit devenue une figure. Et je vais à Rennes. Je suis transférée dans la centrale pénitentiaire de Rennes. Donc c'est toute une autre partie, disons que ça devient quand même une partie qui devient de plus en plus difficile. Je commence à vieillir, les détentions commencent à ne plus être ce qu'elle est. Et là déjà il y a une première idée de ma part, c'est de stopper. Là à ce moment-là, je commence à me dire il va falloir que je me casse, quoi. Il va falloir que j'arrête. Michel vieillit, hein. Moi je vieillis aussi, puis les gens sont morts. Je fais 4 années assez difficiles et je pense que je suis capable de m'en sortir. Et c'est à la sortie de cette détention que là je connais la rue. C'est là où j'avertis personne de ma sortie. J'ai pas de fric sur moi, je suis complètement perdue. Mes premiers squats ont été dans la gare de Nice. J'apprends à dormir, je dors pendant 5 jours dans le hall de la gare de Nice. C'est là où j'apprends comment on se lave le matin dans le bistrot qui s'ouvre, où on va boire un café. Si on a envie de partir, on regarde le fichage, on regarde ce qu'il y a au niveau des trains et tout. On s'y tient. Ici à la gare de Lyon, ça va être le matin, je vais à Marseille, soleil. Les gens, ils ne font pas la différence. Parce qu'on a toujours le petit sac avec nous, on peut éventuellement être un voyageur. On avait dans les années 70 une population qu'on appelle entre guillemets de clochards, mais qui était, j'ai envie de dire dans certains cas, presque une situation choisie. Et aujourd'hui, c'est fini ça. Ce sont des gens qui ont tout perdu, qui sont complètement démunis, exclus de tout. Exclus de la cité, exclus de la famille, exclus de leurs amis, de leur travail et n'ont d'autre lieu pour un bon nombre aujourd'hui que de se réfugier dans la gare. Écoutez, là on est dans une zone, vous pouvez observer que les galeries techniques s'étalent sur plusieurs niveaux, sur plusieurs étages, qu'elles sont reliées par ces escaliers. Les galeries font en elles-mêmes certainement plusieurs kilomètres. On peut penser qu'il y a certainement au moins 3 km de galeries qui sont nécessaires au fonctionnement de la gare. Et jusqu'à il y a quelques jours, eh bien, vous aviez ici plusieurs personnes qui dormaient. Et vous comprendrez facilement les dangers que cela représentait pour nous. Si on coupait un de ces câbles, vous n'auriez plus de signalisation, c'est-à-dire que les trains seraient immobilisés. Vous avez tous les câbles de télécommunication, tous les câbles de signalisation. C'est-à-dire que d'ici, vous pouvez stopper toute activité de la gare et du RER. Il faut penser que dans ces lieux-là, on a des gens qui habitaient depuis plusieurs années, 5 ans, peut-être plus. On a assisté à des débordements, par exemple, des gens qui font des branchements électriques et qui avaient leurs plaques chauffantes, qui avaient leurs ventilateurs, leurs radiateurs, etc. Et qui avaient leur matelas. Le poste d'observation, ben, vous le trouvez ici. Vous voyez, le dernier, d'ailleurs, il a laissé son mégot là. Le poste d'observation est là, et à partir de là, vous savez qui va entrer dans cette zone. Et si c'est des gens qui ne vous sont pas sympathiques, bien vous carapatez dans cette partie de la galerie. Ils sortent de cet espace pour des raisons simples. C'est que c'est à l'extérieur, au contact des clients de la SNCF, qui pourront tendre la main, qui pourront vendre un journal, qui pourront rendre un petit service, faire un petit boulot. Là j'ai craqué, quoi. Ça a duré 15 jours, mais attends, c'était trop me demander, j'étais pas du tout préparée à ça. Donc je reviens la tête basse, vraiment la tête basse. Il faut dire, je reviens pas vraiment très victorieuse comme je pouvais revenir avant.
Et là, il y a plein de choses qui se passent quand même. Cannes n'existe plus en fait. Cannes a été envahi par une toute autre population. C'est la période où tout d'un coup, le sida commence à apparaître. Et puis bon, moi, les gens que je pouvais fréquenter, il ne faut pas rêver, quoi. C'était pas des petits seins. Et on les voit tous partir les uns après les autres. Et puis je crois que c'est vrai que cette période, on a tendance à l'oublier, mais cette période du début du sida a complètement changé la vie de Lumière. C'est devenu une vie de peur. Parce que les boîtes ferment les unes après les autres. Michel pense aussi qu'elle doit se caser, quoi. En fait, il faut qu'elle se case. Et c'est vrai, quoi, cette découverte d'une Michel qui se marie, pour moi, c'est pas possible. Et ce que je veux faire, je veux dire, écoute, moi, je pars, je vais prendre ma retraite, mais avant de prendre ma retraite, je vais te prouver que je suis capable de faire quelque chose. Or, je fais un truc, mais je fais vraiment un truc complètement con et complètement minable. Donc, je veux pas en parler, mais là, je suis minable. Moi, maintenant, je réalise que je suis minable. Ça m'envoie 5 ans en prison, pas dans de bonnes conditions. Rien n'est clair dans cette affaire parce que vraiment ça montre que je suis finie, quoi. Et j'ai fait du mal à des gens qui ne le méritent pas. Et en particulier j'ai fait du mal à mon frère, j'ai fait du mal à d'autres gens qui m'avaient un peu tendu la main. Tu dis que tu as fait 14 ans de tôle, il y a encore une marque importante. C'est que les gens te regardent, comment tu as fait pour faire 14 ans de tôle. Et c'est un peu de notoriété, quoi. Quand tu arrives dans une prison, tu dis bon arrête, ça va, moi je sais ce que c'est, ça fait 10 ans que je me paye, on te respecte. Mais moi je vois la peur en prison, moi on me respectait, mais je sens qu'il y a des gens qui ont peur. Parce que il n'existe plus de règles. On te viole en prison, enfin on te tape en prison, on te fait des coups. J'ai été protégée par tout un tas de choses qui ont fait qu'il y a eu toujours quelque chose. Alors, bon, peut-être le copain du dessus. Moi, je dis que c'est le copain du dessus parce que celui-là, il faut en parler, quoi. Il est là, parce que ça a été quand même mon plus grand compagnon et ça sera toujours mon compagnon. Et je me disais, le copain du dessus, chaque fois qu'il voyait qu'il y avait quelque chose où la petite tuège, elle allait mal, quoi, hop, on lançait la canne à pêche, on l'a rattrapée. Le premier signe, c'est l'accident tout con que j'ai, où je chute et je m'ouvre la main. Et je vois arriver un bon toubib devant moi, très sympa, et je m'apprêtais à lui dire, comme chaque fois, et mon numéro d'écrou, et mon nom, et pourquoi j'étais là et tout. Et le mec, il me demande rien, quoi. Il me dit, voyons, il regarde ma main, et puis il me soigne, et puis on discute, et puis je connais même pas son nom, puis à ce moment-là, j'ai pas envie de connaître son nom. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. Expliquer ce qui se passe, j'en sais rien. Il y a une douceur dans son regard, il y a une douceur dans sa façon de tenir ma main, il y a une douceur dans sa façon de me soigner. Il me fout 4 points et ça m'endormir et puis je m'en aperçois pas. Et il y a tout ce qui fait que pendant un mois il me soigne et puis un jour on se sépare tous les deux et que quand il part, je lui dis au revoir docteur. Et il me dit, j'espère qu'on se verra un jour dans un autre lieu. Quand tu vis en prison, tu es continuellement enfermé, ou tu es toute seule avec toi-même, tu t'apprends à te découvrir. Moi, j'ai appris tout ce que mes oreilles pouvaient me donner. Parce qu'en prison, comme il n'y a pas de bruit, tu vis au bruit, tu vis au son, c'est tes oreilles, tu vis aux odeurs. Et ça t'apprend à vivre. Mais quand tu vois les gars de la rue, ils te le diront, qui vivent au son. C'est-à-dire que quand ils sont dans la rue, qui dorment dehors, ils vont, d'après le vent, d'après tout ce qu'ils entendent, ils vont savoir à peu près l'heure. Ils n'ont pas d'heure. Tu ne reverras jamais au camp des SDF, en fait vraiment celui qui est SDF avec une montre parce qu'il se la fait piquer ou il a peur. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les règles dans la rue, c'est à peu près les mêmes règles qu'en prison. Et c'est assez surprenant aussi, ça. Parce que dans la rue, on dit les matons, on dit les indiques, on dit... il y a toutes des petites règles, des petites mafias, un sous-système qui se crée, parce que ça leur permet de se sédentariser, donc de trouver des repères extérieurs, et en eux. Mais ces règles, ces propres règles, sont complètement... vont à l'encontre de leur, entre guillemets, réinsertion dans la société. Le copain du dessus a été, dès ma plus tendre enfance, j'ai
J'ai cette espèce d'esprit au-dessus de ma tête qui est celui à qui je parle. Et je crois qu'en fait, durant toutes ces détentions, il est à côté de moi, durant toute ma vie, il est à côté de moi. Je dis, après tout, je dis que c'est Dieu, mais peut-être c'est Vishnu, peut-être que c'est... J'en sais rien, quoi. C'est celui qui est au-dessus de moi. Le livre qui est le plus lu en prison et qui est le plus réclamé en prison, et qu'on n'arrive pas à tenir dans les bibliothèques, je me suis occupée de bibliothèques, c'est la Bible. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le code pénal. Parce que dans ces deux bouquins, tu as plein d'espoir. Quand tu lis la Bible, c'est tellement beau, la Bible, c'est le plus beau roman d'amour qui puisse exister. Puis tu as le code pénal, c'est le code pénal, tu le consultes continuellement parce que tu te dis, attends, il doit bien y avoir un article qui fait qu'à un moment donné, le juge ne va pas l'avoir ou l'avocat ne va pas l'avoir vu, mais moi je l'ai lu et je vais le sortir. Donc tu te réfères toujours. Alors, la Bible, c'est des articles et le code pénal, c'est des articles. Donc je crois qu'à un moment donné, ce mec de la Bible, il est toujours là dans ma vie et il est encore là aujourd'hui. Je m'accroche après cette Bible et il y a ce truc qui se passe dans la nuit. Le copain du dessus là a fait quelque chose peut-être. Je dois être dans une position, je suis par terre. Alors je suis pas du tout les bras en croix ni rien, je suis avec la Bible quoi. Et premier passage des surveillantes, je suis comme ça. À 5h du matin, je suis dans la même position là.